Aujourd'hui, je dirais que je suis une coach qui accompagne beaucoup avec mon intuition, avec beaucoup de subtilité. Parce que entrer en formation de coaching, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ressens l'élan d'accompagner les autres et je vais apprendre des méthodes, des outils, mais je vais aussi travailler sur moi. Pour les gens qui envisagent de se former au coaching, travailler sur soi, c'est pas juste des paroles en l'air. Et puis moi, je trouve intéressant que l'école, elle incite à soutenir ce travail de développement de soi. À la fois, je trouve qu'on modélise en tant que Sherpa, on accompagne avec douceur et challenge. Je trouve ça vraiment puissant de les amener dans cette dynamique-là. Ça doit être un non-sujet de coacher, un non-sujet d'avoir du feedback, et je vois à quel point ça les a fait grandir. J'ai l'impression, moi, d'être venue sur Terre avec une vraie mission, d'être là pour ressentir, vivre, expérimenter et partager. Voilà. Merci et bienvenue. Salut Julia, merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce podcast. En toute transparence, tu es la première. Oui, donc, je sais. Je suis hyper touché de pouvoir démarrer ce podcast avec toi. En quelques mots, Julia, nous, on est amis dans la vie depuis plusieurs années maintenant. Donc, ça a un sens particulier pour moi de démarrer ce podcast avec toi. Mais les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas la chance de te connaître aussi bien que moi. Donc, moi, j'avais envie de te demander de nous en dire un peu plus sur qui tu es. Et j'avais envie de te proposer 3 questions avec lesquelles j'aime bien rentrer en relation avec quelqu'un. La première, c'est qu'est-ce que tu auras envie de nous dire de toi? La seconde, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Et la troisième, c'est qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Ok. Sur cette base-là, je te laisse nous en dire un peu plus. Yes. Du coup, sur la partie, j'ai envie de dire, émergée de l'iceberg de ma vie, je vis à Bordeaux, j'ai 39 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants. J'ai eu un parcours, je dirais, classique, école de commerce, entreprise dans les RH. Et j'ai eu un moment de grand besoin de transition de vie, de quête de sens, en fait, qui s'est exprimé comme ça. Et voilà, et ça a été mon orientation qui m'a menée au coaching il y a maintenant une dizaine d'années. Ensuite, sur la partie plus invisible, on va dire, moi, je me perçois beaucoup comme une personne qui est une humaine en chemin et qui vit beaucoup d'expériences au contact de moi et qui, à partir de là, accompagne les autres dans leur propre chemin de développement. Et je suis beaucoup autour des questionnements de qui suis-je ? Quel est mon talent? Comment je le mets au monde pour avoir un impact d'une façon qui a du sens? Voilà. Qu'est-ce qui me met en joie? Moi, j'ai envie de te dire beaucoup de choses à partir du moment où je suis connectée à mon moi profond, mon essence, et qu'il n'y a pas des parts protectrices, des mécanismes défensifs qui sont là pour me mettre entre moi et le monde, j'ai envie de dire. Donc, j'ai appris à devenir consciente, en fait, de ça quand il y a une part, par exemple, une part qui veut se montrer sous le meilleur jour, une part qui veut préserver l'harmonie, une part qui se met la pression pour ci ou ça. En fait, à partir du moment où ces parts-là, il y en a pas, j'ai envie de dire que beaucoup de choses me mettent en joie. Donc, parce que je suis capable de voir, de sentir, de percevoir. Donc, ça peut être les couleurs des plumes d'un oiseau, la goutte d'eau sur une vitre et le petit bruit qui va avec. Je me sens profondément touchée par ma relation avec mes enfants, mon mari. Et donc voilà, je me sens poreuse au monde, en fait. Et je pense que notre essence en tant qu'humain, c'est la joie. Et ce qui est essentiel pour moi, le socle, ce serait ma famille, donc mon mari, mes enfants, qui sont un lieu à la fois d'amour très profond, un lieu de développement, une vraie aventure humaine primordiale qui a lieu là, et puis aussi un lieu de friction qui font grandir, j'ai envie de dire, parce que dans cet espace de la famille intime, les personnes sont tellement près de notre cœur qu'elles peuvent toucher notre cœur et faire aussi mal et faire souffrir. Et du coup, c'est le socle qui est à la fois du déploiement et puis pas que de façon douce, on va dire. Et ensuite, moi, je pense que ce qui est essentiel pour moi, c'est de me sentir sur mon chemin de développement et libre, en fait, de suivre ce qui a du sens pour moi. J'ai besoin de temps pour moi, par exemple. J'ai besoin d'être au contact de moi. Je pense que c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup, en fait, de dédier ce temps-là pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, dans ce chemin-là, je suis entourée de beaucoup de personnes. Donc ça aussi, c'est essentiel. Et ensuite, à partir de ces socles-là, un autre essentiel, c'est la transmission. C'est avoir un impact positif sur le monde. J'ai l'impression, moi, d'être venue sur Terre avec une vraie mission, en fait, d'être là pour
ressentir, vivre, expérimenter et partager. Voilà. Merci et bienvenue. Ouais. Ce qui nous unit particulièrement, évidemment, tous les deux, Julia, c'est le coaching. Moi, je me rappelle du moment de notre rencontre. Tu étais guide dans la formation que j'ai suivie. On est tous les deux diplômés de la même école qui s'appelle Convivium. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et puis, j'ai l'impression que depuis, nos chemins, ils sont assez liés. Et c'est vrai qu'il y a 1 an, quand j'ai décidé de monter les sommets du coaching, pour moi, c'était une évidence que de te solliciter. Et avant de parler de ton rôle et de ta contribution dans l'école, moi, je serais intéressé que tu nous en dises un peu plus sur quel coach es-tu, qu'est-ce qui t'a amené au coaching. Enfin, peut-être on peut commencer par ça d'ailleurs. Comment le coaching, il est rentré dans ta vie? Ouais, donc je l'ai évoqué au tout début. Après quelques années en gestion des ressources humaines, j'étais au sein de Guerlain. J'ai eu un appel très fort à l'intérieur de moi et j'ai cette sorte de singularité, de spécificité de ne pas résister quand il y a des appels et de suivre plutôt ce qui m'appelle, même s'il y a de l'inconnu, il y a des peurs. Et suite à cet appel, en fait, c'était une quête de sens, une quête de c'est quoi mon talent et comment je le mets au service des autres d'une façon qui me ressemble, qui a du sens. Je me suis créé une année off, une année sur mesure où j'ai vécu plein d'expériences. Je suis partie en Asie, à l'autre bout du monde. Et en fait, j'ai vraiment vécu... Donc, il y avait une quête extérieure qui était plutôt découvrir plein d'expériences, le monde, contribuer à des ONG, etc. Mais ce que j'ai vécu, c'est OK, je suis maintenant à l'autre bout de la planète Terre, personne ne me connaît, et donc qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça m'a amené à détricoter beaucoup de mécanismes conditionnés, notamment le fait d'être dans l'hyperperformativité, le fait de me dire si je ne suis pas extraordinaire, alors je n'ai pas de valeur, le fait d'associer ma valeur à ce que je faisais, le fait d'avoir été très baignée dans le besoin de retour sur investissement permanent. Et en fait, j'ai appris à vivre en contrôlant beaucoup moins et remplissant moins mon agenda et en me laissant surprendre et guider. Et j'ai connecté en fait toute l'intelligence de ma tête avec l'intelligence de mon cœur et de mon corps. Parce qu'en fait, je savais pas que j'avais une intelligence notamment dans le corps. J'ai découvert que j'avais une sagesse innée dans mon corps qui était là pour me guider. Et ça m'a amenée au coaching puisque au bout de 8 mois d'année sabbatique, j'étais 4 jours à Singapour. Je m'intéressais au coaching depuis un certain temps. Je ne voulais pas faire de tableau Excel en fait pour choisir mon école parce que j'avais rencontré pas mal de coachs déjà, mais je voulais pas que ce soit un processus rationnel. Et en fait, j'ai vraiment posé une intention et j'ai demandé que la vie me fasse rencontrer mon école de coaching. Et c'est ce qui s'est passé à Singapour, où j'ai vu un événement qui était autour du business du coaching à Singapour. Je me suis inscrite. Je suis allée dans cet endroit, c'était un coworking. Et là, je suis allée participer à un autre événement où était James Flaherty, qui était un coach californien qui avait fondé une école de coaching en développement intégral et qui venait faire un atelier qui s'appelait Écouter de tout son corps. Et là, lors de cette soirée, en fait, j'ai eu ma révélation et je me suis dit OK, donc c'est une personne en fait qui m'a fait sentir à l'intérieur de moi. En fait, c'est ça, c'est lui. Et après, il s'est suivi plusieurs synchronicités, d'autres rencontres de personnes qui avaient fait cette école, qui a quand même confirmé l'intuition, parce que c'est pas un choix anodin que de s'engager dans une année de formation de coaching. C'était aux États-Unis. Et du coup, une semaine, 2 semaines plus tard, j'ai rempli le formulaire pour donner ma candidature. Et j'ai adoré parce que c'était une école intégrale. C'est-à-dire que ça incluait toutes les facettes de la personne. Donc c'est comme ça que, en fait, j'ai vraiment suivi mon intuition. Trop bien. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est un processus que tu nous racontes en 2-3 minutes. Mais moi, je trouve génial de pouvoir leur dire que c'est un processus sur lequel tu as écrit, parce que tu as un bouquin qui raconte cette aventure-là. Je peux que le conseiller. On mettra le lien dans la description qui s'appelle « Le voyage avant le voyage ». Je peux que vous le conseiller. Pour aller dans un peu plus de détails sur comment tu as vécu ça. Et comment tu nous décrirais la coach que tu es? Qu'est-ce qui te touche? C'est quoi ta singularité? C'est quoi ta manière d'aborder cette pratique? C'est quoi ta couleur de coach? D'abord, ce qui me vient spontanément et que j'ai envie de dire, c'est que ma coloration de coach a évolué toutes ces années puisque j'ai commencé à coacher il y a 9 ans.
Et puis, il s'est passé des choses dans ma vie. Donc, c'est aussi en écho à toutes ces personnes qui nous écoutent parce qu'ils se questionnent sur quel coach j'ai envie d'être. En fait, il y a notre vie, notre expérience. Et de là, en fait, ça nous fait évoluer en tant que coach. Donc, moi, je pense qu'au début, j'étais une coach très reliée à tout est possible. Reliée à une grande confiance, la vie nous soutient, qu'est-ce que je veux profondément, qu'est-ce que je désire, et si je me mets profondément en marche vers ça, tout va s'organiser autour de moi pour que ça se réalise. Et donc, j'accompagnais pas mal autour de ça. Et j'accompagne beaucoup les enjeux quand même de se connaître, s'écouter, se reconnecter à soi pour contribuer en étant qui on est au monde. Parce que forcément, ma recherche fait écho avec la recherche de plein d'autres êtres humains. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue maman. Et ce chemin a impliqué encore plus une connexion à mon corps et à mon émotionnel. Et du coup, j'ai développer d'autres outils parce que bien sûr que une formation de base, c'était le socle, mais au bout de quelques années à pratiquer avec cette formation, j'ai ressenti le besoin de me former à des approches significativement nouvelles, parce que j'avais fait plein de petites formations ici et là. Et du coup, je suis allée vers une approche qui s'appelle le déploiement intégral, donc je suis restée dans l'intégral, mais qui permet d'adresser les enjeux des personnes en utilisant vraiment le ressenti émotionnel et le ressenti du corps, et en allant vraiment utiliser les parts, le subconscient, donc les parts de nous, c'est des mécanismes protecteurs qu'on a intégrés à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis une coach qui accompagne beaucoup avec mon intuition, avec beaucoup de subtilité. J'utilise énormément mon écoute d'hypersensible, parce que je suis un profil hypersensible, et je mets ce don, qui peut être un fardeau aussi par moment, mais c'est aussi un don, au service de, en fait, tout ce que je capte de ce qui est présent chez la personne, dont la personne n'est pas forcément consciente, pour le retranscrire et ouvrir à aider la personne à reconnecter avec des dimensions d'elle, avec lesquelles généralement elle a perdu contact, parce que en fait, on est un peu hypnotisé par le monde extérieur. On nous demande d'être des individus viables, effective, on va dire en anglais, efficace. Et il y a une telle polarité en tant qu'humain dans être soi et puis être viable dans la société, que en fait généralement être viable dans la société prend toute la place, et au bout d'un moment il y a ce truc de je me suis perdue en route, en fait je sais plus qui je suis, et toutes ces obligations, tous ces devoirs forgent la personne que je suis, plutôt que comment moi en fait je me responsabilise et c'est moi qui me dis qui j'ai envie d'être et à quoi ressemble ma vie, mes relations, mes engagements. Si tu devais nous résumer ton coaching en 2-3 mots, qu'est-ce que tu nous dirais, tu vois ? Quand tu dis mon coaching, c'est-à-dire... ta manière de le pratiquer, ce qu'il représente pour toi, comment tu l'incarnes. Ouais. Et vraiment, littéralement, en 2-3 mots, tu vois. C'est quoi les mots, les marqueurs un peu d'un coaching avec Julia ? Ouais. Comment tu le décrirais ? Ancrage, retour à soi, reconnexion et audace d'être soi. Trop bien. Et merci, c'était ça l'intention, moi, avec ce questionnement, et puis cette exploration sur ta pratique du coaching. C'est moi ce qui m'a donné vraiment envie de t'amener avec moi dans cette aventure des sommets du coaching. C'est j'estime qu'on a une approche du coaching significativement différente, voire il y a peut-être un côté chez moi radicalement différent, tu vois, en termes d'opposés. Et moi, c'est vraiment ça que j'avais envie de créer aussi avec cette école, c'est comment on peut élargir le spectre avec lequel on regarde la pratique du coaching. Et comment c'est puissant, je considère, quand on se forme à cette pratique, qu'on puisse avoir accès à différentes couleurs, à différentes manières d'appréhender cet art qu'est le coaching. Et moi, c'est vraiment ça que je suis venu chercher en te prenant dans l'école, c'est moi, je pense avoir un coaching qui est beaucoup plus... je pense que chacun de nous incarne yin et yang, je pense, pas mal. Et moi, je pense avoir un coaching plus impactant, peut-être plus impertinent, peut-être moins doux. Et je trouve ça génial. Là, on finit cette première promotion. On a les retours maintenant des premiers étudiants qui nous ont dit justement qu'ils avaient apprécié de pouvoir avoir accès sur certaines thématiques à comment Thomas voit les choses. Et sur d'autres, ça ressemble à quoi d'avoir l'œil de Julia sur ça. Donc, moi, j'étais vraiment ravi de t'inclure dans l'école. Et justement, si on en vient à l'école, Julia, maintenant qu'on en sait un peu plus sur qui tu es et comment tu fonctionnes en tant que coach,
plutôt que ce soit moi qui l'élabore, moi je serais très curieux est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur quel était ton rôle dans l'école? Puis après, ça m'amènera plein de questions. Ouais. Donc, au sein de l'école des sommets du coaching, moi, mon rôle, c'était Sherpa. Et pour moi, il y avait 2 volets principaux. Il y avait un volet individuel et un volet collectif. Donc, dans l'individuel, j'ai eu le rôle et la responsabilité d'accompagner individuellement plusieurs participants. Et là, du coup, c'était des sessions individuelles de mentorat coaching. Il y en avait 7 sur l'année, voilà. Et j'avais également pour rôle d'écouter des extraits de conversations de coaching pour faire un retour, pour que la personne puisse voir en fait là où elle avait déjà des bases solides, ce qui était vraiment bien dans ce qu'elle faisait, et là où elle avait apporté son attention pour s'améliorer. Donc ça, c'est sur la dimension individuelle. Et sur la dimension collective, il y a eu 2 volets aussi. Il y avait la partie masterclass, où j'ai apporté en fait sur une soirée, une durée de 2 heures, 2 heures et demie, un éclairage spécifique lié à ma couleur de coach. Donc ça, voilà, masterclass. Et l'autre, c'est l'animation de séances de grimpe, où c'est des espaces d'entraînement en fait pour le groupe des étudiants, où on va entrer dans un laboratoire d'apprentissage ensemble. Et ça a pas mal évolué au cours de l'année, parce que dans l'école, il y a vraiment ce processus de, on fait évoluer et on reste pas du tout figé sur une façon de fonctionner. On expérimente plein de choses. Voilà. Trop bien. Et comment toi t'as vécu ce rôle maintenant que la première promo se termine là? Ouais. Je serais curieux de ton regard sur cette première année. Avant comment j'ai vécu, j'ai l'impression que j'ai peut-être pas dit quelque chose qui, en tant que Sherpa, en fait, mon rôle, c'était accompagner la métamorphose des étudiants pendant cette année très transformatrice. Voilà, je pense que c'était la vision méta aussi, parce que entrer en formation de coaching, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je ressens l'élan d'accompagner les autres et je vais apprendre des méthodes, des outils, mais je vais aussi travailler sur moi. Et en fait, en général, les étudiants se rendent pas forcément compte au début de à quel point ça va être une année transformatrice, et donc ils ont besoin de ce soutien. À la fois, je trouve qu'on modélise en tant que Sherpa, on accompagne avec douceur et challenge, parce que moi, oui, j'ai beaucoup de douceur, mais ça me permet aussi de challenger dans un réel espace de confiance, en fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Et comment je l'ai vécu? J'ai énormément aimé, parce que déjà, ça a été la création de l'école. Donc, il y avait vraiment... tu es venu nous questionner avec les autres Sherpas sur je vais mettre ça en place, comment vous voyez les choses, je suis preneur de vos perspectives, donc moi j'ai pu contribuer avec justement ce que je vois de moi très important dans quelqu'un qui devient un coach. Et puis ensuite, il y avait cette notion d'aventure collective, parce que dans le métier de coach, on travaille généralement avec des clients, mais il peut moins y avoir la dimension d'être tous dans le même bateau d'une aventure qui dure significativement longtemps, où il y a à la fois une évolution de chacun du collectif, et puis il y a aussi des zones de fragilité des étudiants qui touchent aussi des choses plus sensibles chez eux, et donc accompagner tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau et puissant. Le lien entre nous, l'équipe des Sherpas, le lien avec les personnes aussi, et après, ce que j'apprécie énormément dans l'accompagnement d'étudiants qui se forment au coaching, c'est une réelle porosité et un enthousiasme à se transformer, en fait, à prendre conscience de leurs mécanismes, de comment ils fonctionnent, de leur conditionnement, pour laisser derrière eux ce qui les limite et pour se déployer. Et ça, ils sont très preneurs, très gourmands de ça, et ils sont OK pour aller se faire un peu chahuter dans qui ils sont profondément, en fait. Ouais, carrément. Et merci d'amener ça, Julia, parce que je suis heureux déjà que tu l'aies vécu ainsi, parce que moi, c'était la vision que j'avais en fait en créant ce rôle. Pour moi, c'est illusoire, c'est un non-sens absolu de se former au coaching sans avoir un espace dans lequel on va vivre l'expérience qu'on veut ensuite proposer à ses clients. Et donc, pour moi, avec ce rôle de Sherpa que tu incarnais, il y avait l'opportunité tout au long de l'année pour les étudiants de vivre le processus que derrière, ils vont pouvoir appliquer aux clients avec lesquels ils vont travailler. Et ça me questionne. Je vois d'autres écoles qui ne font pas ce choix-là. Et pour moi, il y a un manque là-dedans. C'est fondamental que la formation coaching, elle se résume pas dans on ingère des connaissances, etc. Comme tu l'as dit, il y a vraiment une intention de
on fait pas du coaching, on est coach. Et pour être coach, ça se transforme vraiment tout au long de l'année. Et donc, moi, j'ai eu trop de chance de vous avoir et je savais qu'ils étaient entre de très bonnes mains. Mais il y avait cette dimension-là qui était vraiment centrale dans ce qu'on voulait faire vivre dans l'école. Ouais, merci pour ça. Ouais, et tel que moi, je l'ai appris, il y a vraiment 2 chemins parallèles, en fait, dans être coach. Il y a le développement de nos clients et le développement du coach qu'on est. Et c'est un chemin qui débute pour tout le reste de notre vie, en fait. Super. Donc, message pour les gens qui envisagent de se former au coaching, travailler sur soi. C'est pas juste des paroles en l'air. Et puis, moi, je trouve intéressant que l'école, elle incite, elle contribue de manière plus douce, ou voire même elle incite à soutenir ce travail de développement de soi. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on avait à cœur, je crois, durant l'année de faire vivre. Et moi, je suis curieux est-ce que tu aurais 1 ou 2 exemples de concrètement ce que tu as observé comme transformation chez les étudiants que tu as pu accompagner? Ouais, j'ai demandé l'autorisation de partager aussi parce que donc en anonymisant bien sûr, mais parce que c'est des choses très intimes en fait. Et pour moi, la confidentialité dans le coaching, en fait, c'est au-dessus de tout. Donc j'ai demandé la permission. Donc avec une des personnes que j'accompagnais, alors globalement, je dirais qu'il y a un schéma assez classique que j'ai observé, c'est que les étudiants qui se forment au coaching, ils ont un schéma qui est un gros conditionnement qu'on a, c'est être beaucoup en fait, on est beaucoup dans des mécanismes de contrôle, d'être beaucoup dans l'action, d'être beaucoup dans parfois passer en force et écouter plus en fait ce que le monde extérieur attend de nous que nous, qu'est-ce qu'on veut, qui on est vraiment. Donc moi, j'accompagne beaucoup dans ce processus-là. Et donc en juillet dernier, il y a eu une séance où la personne que j'accompagne arrive d'abord avec des célébrations. J'ai été capable de davantage poser mes limites. J'ai vécu des situations déroutantes dans mon travail et néanmoins, j'ai trouvé un socle plus solide à l'intérieur de moi pour expérimenter ça et retrouver de la confiance en fait et voilà un socle à l'intérieur. Et puis du coup, elle arrive avec en ayant identifié ce sur quoi elle voulait travailler en séance. Elle me dit Julia, aujourd'hui, ce que je voudrais travailler, c'est je voudrais penser mon prochain semestre. Et donc elle voulait planifier en fait, puisqu'on était en juillet, donc c'était je veux planifier juillet-décembre. Et donc moi je la vois très focus sur planifier juillet-décembre. Et puis je l'entends avec une sorte de sens de l'urgence. En fait, notre rôle en tant que coach, c'est capter ce qui n'est pas dit, mais ce qui est dans le non-verbal, ce qu'on ressent. Et je lui dis, mais est-ce que ça t'intéresserait ? Je sens bien ton besoin et ton envie là d'aller planifier le prochain semestre. Est-ce que ça te dirait qu'on parle un peu aussi du sens de l'urgence que je sens chez toi à vouloir faire ça ? Et elle m'a dit ok, ouais, t'as raison, peut-être qu'on peut aller regarder ça parce que oui, je sens donc moi j'amène aussi beaucoup les personnes à prendre conscience de comment l'énergie est dans leur corps. Et en fait, en détricotant ce sens de l'urgence, il y avait quelque chose de l'ordre d'injonction qui était familial. Et en fait, j'ai proposé à cette personne d'aller venir en fait rester avec l'inconfort que ça suscitait en elle plutôt que vouloir passer à l'action. Donc typiquement, ce qu'on a identifié chez elle, c'est quand elle sent de l'inconfort dans son corps, son mécanisme de protection, c'est je passe à l'action, je fais un plan d'action, je me mets en mouvement. Et du coup, on a ouvert toute une séquence d'expérimentation corporelle pour qu'elle laisse son corps expérimenter, ce qui l'a connecté en fait à des émotions. Ces émotions lui ayant permis en fait il y avait de la tristesse et il y avait aussi de la colère autour de mettre des limites. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables et elle portait ces émotions-là en elle depuis hyper longtemps, mais il n'y avait pas d'espace pour que ça puisse émerger et être présent et être accueilli et reçu. Et du coup, il y a eu tout ce processus corporel qui a amené comme une nouvelle façon de pouvoir appréhender les choses, une libération à tous les étages, en fait, tête, cœur, corps. Et du coup, moi, c'est ce que j'aime dans le coaching vertical qu'on pratique dans l'école, c'est transformateur. C'est un autre paradigme qui s'ouvre en fait. Voilà, je suis allée pas mal dans les détails. Ouais, et en même temps, merci de le faire parce que pour moi, c'est ça aussi se former au coaching.
on voit beaucoup, tu sais, moi, dans les personnes là, depuis que j'ai ouvert l'école, qui me sollicitent en me disant, ouais, ça va ressembler à quoi? Je vois chez eux un lien qu'ils font entre se former au coaching égal apprendre à poser des questions puissantes, tu sais, apprendre une méthode de conversation en 10 étapes, etc. Et évidemment que c'est puissant et précieux et nécessaire. Et pour moi, c'est une partie du job. L'autre partie, c'est comment moi, en tant qu'humain, je chemine pour devenir le coach le plus au service des clients que j'accompagne. Et donc, dans l'école, on croit vraiment au fait que travailler ces aspects que tu viens de décrire, Julia, ça fait partie de la formation au coaching. Mais sauf que ça s'accompagne parce que c'est compliqué seul quand même de se dire tiens, en fait, est-ce que j'irais pas revisiter certaines injonctions familiales? Ouais. Pas cadeau quand même. Et le mental flippe complètement à partir du moment où il y a des ressentis inconfortables dans le corps. Et donc, le mental, la tête, a plein de mécanismes en fait assez automatiques pour éviter. Et même qui parfois sont des choses très saines, comme aller faire du sport. Quand je me sens pas bien, je vais faire du sport. Oui, mais là, on empêche quelque chose que le corps a à nous dire de s'exprimer. Et en parallèle avec ça, dans la posture du coach, il y a vraiment... On accompagne nos clients, non pas en ayant un agenda pour eux, en voulant un résultat pour eux, mais plus en acceptant que c'est eux qui détiennent leur vérité, ce qui sera juste. Et en fait, nous, on accompagne un processus, donc on a besoin d'apprendre cette posture beaucoup plus yin, plus passive, mais passive qui permet et qui soutient versus avoir envie de faire pour. Ouais, et c'est intéressant que tu nommes ça parce que la plupart des étudiants cette année m'ont dit à quel point ça avait été précieux pour eux de le vivre en tant que client pour avoir cette conviction que derrière, ils peuvent responsabiliser eux quand ils vont être en tant que coach, que, tu vois, arriver dans une conversation avec cette croyance fondamentale que le client sait et le client peut. Je pense que de l'avoir vécu, tu vois, en tant que coaché, d'avoir été dans cette posture, je trouve que ça ouvre une forme de confiance, d'ancrage dans le fait que, ok, je peux être comme ça aussi en tant que coach. Ouais, et ça me donne envie de proposer aussi à toutes les personnes qui se questionnent sur est-ce que j'ai envie de devenir coach, à vivre une séance pour expérimenter ce que c'est la posture du coaché et se dire, en fait, ça ouvre un monde en général. Parce que c'est pas habituel. Carrément. Ouais, c'est sûr. Et souvent, ouais, c'est ça. Les gens me disent, ouais, mais comment on fait pour choisir une école? Et la première suggestion que je leur fais, c'est demander à être coaché par l'une des personnes qui va intervenir dans l'école, quoi. Justement pour vivre l'expérience que tu décris. Sinon, sur le papier, on fait un peu tous la même chose, quoi. On apprend ce que c'est, on apprend les questions, on apprend des méthodes. Ouais, mais est-ce que l'approche, l'expérience que ça fait vivre, elle est en lien avec ce que moi j'ai envie de transmettre une fois que je serai coach. Donc, je peux que aller dans ton sens. Si tu veux te former au coaching, demande à être coaché, idéalement par la personne qui va te former pour valider que c'est ça que tu as envie d'incarner après, ouais, carrément. Moi, je serais curieux que tu nous en dises aussi plus sur si ça s'est passé, comment le rôle de Sherpa, il est venu nourrir ou teinter ta pratique du coaching ou ta posture de coach. En fait, moi, j'ai eu l'impression que ça s'est intégré à ma vie de façon hyper naturelle. J'ai eu l'impression que ça me faisait me déployer dans une sorte de continuité. Dans l'accompagnement, non seulement, je le faisais déjà avant pour d'autres, pour l'école Convivium avec laquelle on s'est formés tous les deux. Donc c'est venu pour moi confirmer en fait ce rôle et cette place très légitime que j'avais à accompagner non seulement des clients classiques, on va dire, mais aussi des personnes qui se forment pour devenir des personnes qui vont avoir un impact significatif sur les autres. Et du coup, je dirais que ça contribue à un cercle vertueux de déploiement. Après, je me suis pas dit qu'il y avait des choses radicalement différentes. C'est plus après, je me suis vraiment sentie à ma place quand on avait les conversations entre Sherpas. J'ai senti qu'il y avait vraiment un truc hyper juste pour moi d'être dans cette aventure, de contribuer à ça, qui me plaçait vraiment comme... tu sais, pour moi, il y a ce truc il y a des choses que j'ai l'impression qu'il faut que parfois je me dis, je vais reprendre. Qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce qui serait juste, et parfois il y a juste la vie qui me dit tiens, va là, c'est top pour toi, et c'est ça en fait pour moi qui s'est passé. Trop bien. La vie nous guide. Et
Ça, c'était un des pans de ton activité, tu l'as décrit, l'accompagnement tout au long de l'année des étudiants. Et puis, il y avait l'autre qui était vraiment les soutenir aussi dans leur pratique, très concrètement. Moi, c'était les deux piliers que je vous avais confiés sur ce rôle de Sherpa, soutenir le développement des étudiants et soutenir le déploiement de leur pratique de coach. Et je serais curieux aussi que tu nous dises quelques mots sur comment ça se passait, cet aspect-là aussi de leur accompagnement. Donc, tu parles des séances de grimpe? Séances de grimpe et puis les feedbacks sur leurs conversations qu'ils t'envoyaient, etc. Quel impact tu vois que ça a eu sur leur parcours aussi? Ouais, ok. Donc déjà, ce qui est pour moi évident là-dedans, c'est que tout le travail qu'on fait de développement intérieur de la personne a un impact extrêmement visible sur comment la personne évolue en tant que coach dans une conversation avec une personne. Parce que du coup, moi, ce que je vais observer beaucoup, c'est à quel point la qualité de présence de la personne évolue. C'est-à-dire cet équilibre entre être présent à soi et présent à l'autre. Pouvoir être à l'aise avec le fait de pas savoir exactement ce qui va se passer, mais trouver du confort là-dedans. Être capable de vraiment ralentir, habiter sa présence pour percevoir tous les petits signaux. Et du coup, pour moi, en fait, dans tous ces moments de pratique, donc il y avait les feedbacks où moi je faisais beaucoup de feedback sur ce que j'entendais. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire précisément à quoi ça ressemble le rôle du Sherpa dès lors qu'il reçoit une conversation de coaching d'un des étudiants? Ouais, bien sûr. Donc, il y a 3 fois dans l'année où les étudiants qu'on accompagne nous envoient 2 conversations de coaching. Moi, je demande à chaque fois quelques éléments de contexte pour comprendre. Les conversations durent 30 minutes. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute la conversation et je note. Donc, je note à chaque donc par minute 3,36. Là, donc la personne a fait tel mouvement, par exemple, a dit telle chose ou a reformulé telle chose. Et je dis, là, c'était très compétent de faire ça. Là, j'observe à quel point tu laisses du silence. C'est hyper précieux parce que regarde ce qui se passe chez ton client, il y a ça qui émerge. Et du coup, au bout de la demi-heure d'enregistrement, là, moi, j'ai écrit peut-être 3 pages et je renvoie ces 3 pages et la personne, elle reçoit tout ce feedback qui l'aide de façon hyper précise à discerner en fait là où suivre son intuition et continuer à faire ça, c'est super. Et là où elle peut apprendre à faire un petit peu différemment, ralentir par exemple parfois. Ça peut être quoi? Parfois il y a chez les coachs qui démarrent, il y a la posture un peu de consultant, de donner son avis, alors que justement en coaching on cherche plutôt à faire sentir à la personne qu'elle détient sa sagesse à elle, et du coup on pose plutôt des questions, on fait des reformulations, on émet des hypothèses pour que la personne elle sente que c'est elle en fait qui a cette capacité à savoir. Il y a beaucoup pour moi, je montre beaucoup en tout cas l'exemple de la délicatesse du coach qui ne sait pas pour le client. Trop bien. Et ouais, c'était ça qu'on voulait dans l'école, dans ce que tu décris là. Moi j'aimais beaucoup notre intention de pas juste leur faire un feedback de on a beaucoup apprécié, attention à tes questionnements, etc. Mais vraiment aller dans le détail de à 2 minutes 15, tu fais le choix de poser une question fermée. C'est quoi ton intention avec une question fermée? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça ferme? Qu'est-ce que ça ouvrirait si elle était ouverte? À quoi ça ressemble si tu devais l'ouvrir, etc. Et je trouve que ça a vraiment contribué. Enfin, moi, je voyais, parce que je les avais tout au long de l'année, je voyais leur évolution dans leur pratique sur la base des feedbacks qu'on avait pu leur donner. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un truc puissant en tant que coach quand même, de s'ouvrir à avoir un regard sur sa pratique. C'est dur, hein. Honnêtement, je me rappelle les premières fois où ils nous envoient, ils sont tétanisés parce que je trouve qu'il y a un côté très vulnérable quand même c'est une relation qu'on a créée avec un client, on est dans ce contexte-là, puis d'un coup donner à voir ça à quelqu'un qui va mine de rien évaluer et donner son avis, il y a un truc très vulnérable, mais ils ont vite compris à quel point c'était à leur service, quoi. Et je trouve ça vraiment puissant de les amener dans cette dynamique-là de ok, c'est un non-sujet en fait d'avoir du feedback sur son coaching. Nous, c'était ça, quoi. Ça doit être un non-sujet de coacher, un non-sujet d'avoir du feedback, et je vois à quel point ça les a fait grandir. Ouais, et pour moi, tu touches cette dimension de aller dans la vulnérabilité permet de grandir dans notre capacité, dans notre puissance. Trop bien. À présent, moi, je serais curieux si on dézoome un peu, vu que tu l'as dit au tout début, il y a un aspect de transmission qui est important pour toi.
puis c'est un point un élément qu'on partage. Je serais curieux de ton regard sur la formation des coachs professionnels. En général? Ouais, moi je suis curieux selon toi, quel regard tu poses aujourd'hui sur la formation des coachs professionnels et à quoi tu aimerais qu'elle ressemble si tu avais une baguette magique là. Qu'est-ce qu'elle devrait absolument incarner, développer, renforcer, arrêter cette formation des coachs pro en France? Ok. Pour moi, le monde déjà extérieur évolue en devenant de plus en plus chaotique, en intégrant de plus en plus d'incertitudes. Et du coup, pour moi, il va y avoir de plus en plus besoin de personnes pour guider, proposer des espaces de discernement. Et du coup, le métier de coach, je pense, va se développer et être nécessaire. Et du coup, dans la formation des coachs, ce qui me semble important, c'est le niveau d'exigence, et t'en parles beaucoup, où on crée en fait des containers de développement. Comme tu le fais avec l'école et comme on le fait tous ensemble, où en fait il y a plein d'aspects dans une formation qui permettent à une personne d'entrer vraiment dans un processus de développement où il y a à la fois pour moi cette articulation entre le travail de développement de soi, de prise de hauteur sur soi, de transformation personnelle et associé à la posture de coach et la capacité à aller accompagner des clients. Donc il y a ça qui est important. Je pense aussi que le monde, en fait, pour moi, les personnes qui se sentent appelées par le coaching, c'est des personnes qui ont ça en elles, qui sentent qu'ils ont en eux ce truc de aller soutenir, aller aider le développement des autres. C'est à chaque fois très personnel parce que c'est lié avec nos histoires. Et je pense qu'on a besoin, en tant que coach, de sortir du bois et d'oser se montrer, c'est-à-dire de pas attendre d'être parfait pour commencer à faire quelque chose de bien. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire. De partir de là où on est, de savoir que à partir du moment où on se met en conscience en fait de nos forces, nos limites, où on a une intention avec une pureté de cœur et d'intention d'aider l'autre, et qu'après on a la méthode, etc., qu'on est dans un processus de développement, qu'on s'entoure aussi de mentors pour pas juste être seul en roue libre avec notre pratique, et on peut déjà aider beaucoup parce que il peut y avoir en fait pas mal de moi je vais pas parler je connais pas très bien le marché des écoles en fait, mais il peut y avoir pas mal de coachs qui se sentent pas assez en confiance pour commencer à vraiment se montrer, agir, contribuer. Donc ça c'est un aspect aussi qui je pense est important, oser prendre sa place en tant que coach et se dire que si on sent l'élan à l'intérieur de nous, on peut contribuer auprès de certaines personnes. On aura toujours marché quelques pas de plus que certaines personnes qui ont besoin en fait de nous. Ok. Donc ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est il y a un truc autour de oser, ouais. Et il y a cet autre mot que t'as évoqué qui est une des valeurs cardinales. Je pense qu'on partage. Il y a un truc autour de l'excellence. Ouais. À quel point, de ma perspective, les écoles elles devraient se mettre au service de l'excellence dans le coaching. Ouais, il y a un peu un regard que c'est quand même beaucoup un monde d'amateurs, tu vois, le coaching sans jugement, tu vois, dans le sens où il y a peu d'heures de pratique, tu vois, il y a peu de gens qui coachent beaucoup, etc. Et donc, moi, je trouve ça aussi intéressant à quel point j'ai l'impression que dans l'école, on met des standards assez élevés, parce que pour moi, c'est ça que ça exige, en fait, le coaching. Tu le disais, accompagner quelqu'un, cheminer avec quelqu'un pendant un moment, ça doit amener le meilleur de nous, en fait. Moi, je pense qu'à chaque fois que je rentre dans un coaching, je me dis comment cette personne, elle peut avoir accès à tout ce que j'ai de mieux pour lui offrir, pour la soutenir. Et donc, il y a un truc autour de l'excellence. Donc, moi, je te rejoins. En tout cas, moi, j'ai à souhait que pour la promo qui arrive et celle qui va démarrer là, qu'on puisse continuer à chercher à incarner ça, tu vois, amener des standards hyper élevés au service de coachs juste d'exception, en fait, tu vois, juste qu'ils soient capables d'exceller dans leur pratique et dans qui ils sont. Merci pour tout ça, Julia. Ouais, et ce qui me vient aussi quand tu parles, c'est pour moi cette excellence, cette excellence, elle s'intègre avec la reconnexion tête-cœur-corps. Parce que on évolue dans un monde qui est extrêmement tête, et pour moi, les défis du monde actuel ne peuvent pas se résoudre
à partir du paradigme de juste être des êtres intellectuels, mais on a besoin de reconnecter la tête, le cœur et le corps, ce que fait beaucoup l'intégrale, ce que propose beaucoup l'approche intégrale. Et en fait, ça peut être quelque chose de très conceptuel qui est pas du tout compris, et c'est vraiment un chemin. Et pour moi, un coaching transformateur. Et on a besoin d'une transformation de paradigme au niveau du monde et de la planète. Ça passe par la réintégration, tête, cœur, corps, la réunification. Merci Julia. Et puis merci d'amener ça dans l'école. On arrive gentiment à la fin de l'épisode. J'avais une petite proposition à te faire. 10 questions. Ouais. La moitié sur toi et la moitié sur le coaching. Réponse courte, pas forcément besoin de justifier. Ça te va? Ouais. Je sens le... Ok. Si tu pouvais poser une question puissante à qui tu veux, quelle serait cette question et à qui tu la poserais? Oui, alors j'ai pas une personne en particulier, mais par contre, je pense à une question puissante qu'on m'a posée à moi, qui a été et si tu te laissais guider par ta joie, qu'est-ce qui se passerait? Et si tu avais confiance que la joie, c'était un socle qui pouvait te guider. Et ça a transformé ma vie. Un plaisir coupable que tu assumes totalement. J'aime pas du tout la notion de plaisir coupable parce que je trouve qu'on est déjà beaucoup trop dans la culpabilité sur cette planète. Mais je dirais le chocolat. Okay. Parce que quand je couche mes enfants et que j'ai vécu cette journée où ils m'ont pris beaucoup d'énergie, 2 ans, 4 ans. Et du coup, je sais que j'en mange 2 à 3 carrés. C'est du chocolat noir, mais je sais que c'est beaucoup. J'ai pas forcément hyper faim, mais je sais que c'est mon truc de réconfort que j'assume. Ok. Trop bien. Un livre, un film ou une œuvre qui t'a marqué dans ton chemin de coach? Ouais, The Surrender Experiment. Alors je sais pas s'il existe en français. De la même personne qui a écrit The Untethered Soul, l'âme délivrée. Donc je sais pas son nom, mais c'est un livre qui parle de comment on peut lâcher prise et que en arrêtant de partir bille en tête sur il faut que je fasse ci, je veux faire ça, accomplir ci, accomplir ça. En fait, lui, il se laisse complètement guider par son besoin d'être au début, de contempler. Et en fait, il se connecte tellement à lui qu'il finit par créer une sorte de boîte immense, hyper successful, et il fait des rencontres incroyables. Et donc moi, ça m'a montré vraiment une voie. Ok, super. Le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Ouais, quand je suis entrée en France, après ma formation de coaching, je me suis dit, je vais rencontrer des coachs et on m'avait orientée vers un coach assez expérimenté. Et il m'a conseillé de refaire une formation de coaching en France. J'étais là, mais c'est pas possible. Un moment où tu as vraiment senti, là, je suis coach pour de vrai. Ouais. En fait, moi, je me suis sentie coach assez vite. Okay. Parce que j'ai l'impression que dans mon année sabbatique, je m'étais préparée. Je savais pas exactement à quoi. Et du coup, quand je suis entrée dans mon école de coaching, j'ai su que j'étais à ma place. C'était viscéral. J'ai retrouvé une vocation. Et dès mes premiers accompagnements, j'étais toute vibrante. Je me sentais compétente déjà, même en apprentissage. Et ouais, c'était très tôt. Super. Si tu avais une journée totalement libre pour toi, tu la passerais comment? Il y aurait une composante famille, une composante nature, me baigner dans l'océan par exemple, et une composante passer du temps avec des gens avec qui je suis proche et avec qui je peux être complètement moi. C'est-à-dire à la fois dans la merveilleuse, puissante personne que je suis et le chaos qui m'habite aussi. Trop bien. La phrase que tu aimerais qu'un client dise de toi un jour? Alors ça va peut-être paraître présomptueux, mais pour moi, en fait, on me l'a déjà dit et c'est quelque chose qui me donne beaucoup de joie. C'est tu m'as permis d'accéder à des dimensions de moi que je ne côtoyais pas et j'ai un socle nouveau pour marcher mes pas. Un rêve ou un projet un peu fou que tu aimerais réaliser un jour? Ouais, j'aimerais bien concilier plus mon besoin de la ville et mon besoin de la nature. Ok. Un souvenir d'enfance qui te fait sourire rien qu'en y pensant? Ouais, avec ma petite sœur qui a 2 ans de moins que moi, on était chez ma grand-mère, on avait peut-être 6 et 8 ans et on s'était collé des feuilles de haricots parce que les feuilles de haricots, elles collent en fait aux vêtements. Donc on est recouverte de feuilles de haricots verts. Pas mal. Et enfin, être un coach professionnel en un mot, ça veut dire quoi pour toi? Ouais, il vient en anglais allowing, permettre. Ok. Merci beaucoup Julia. Avant de te laisser filer, moi je suis curieux de si tu avais une invitation pour les personnes qui nous écoutent, quelle serait-elle?
Ouais, et ben moi je dirais dédier du temps à écouter la petite voix à l'intérieur de soi et dédier du temps à qu'est-ce que votre corps vous dit depuis longtemps et que vous n'écoutez pas. Mille merci, Julia. Mm. À très vite. Merci.